Bienvenue dans cette nouvelle édition du 1945 sur Live TV. Nous sommes le mardi 13 avril 2021 et voici les titres de l'actualité. Nouveau gouvernement, ministres fraîchement nommés qui s'installent à leur nouveau poste. Depuis quelques jours, les passations de charges se poursuivent à Abidjan. L'occasion de faire un bilan sur les actions accomplies et les défis qui restent à relever. Orange Corner, l'incubateur soutenu par le gouvernement hollandais, soutient 40 entrepreneurs ivoiriens avec un budget de 100 millions de francs CFA. Ces jeunes chefs d'entreprise bénéficieront d'un accompagnement personnalisé et de conseils d'experts pour faire évoluer leur business. Les agents du centre de traitement anti-Covid-19 au CHU de Yopougon sont à bout et réclament le paiement de 8 mois de primes Covid non versées. Une situation insoutenable qui les a contraints à poser un ultimatum. Si rien n'est fait jusqu'à la fin du mois, un mouvement de grève et d'arrêt des activités sera annoncé. Les passations de charges entre les ministres récemment nommés et ceux sortants se poursuivent à Abidjan. Ce matin, à la tour A du centre administratif, l'ancien ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et celui des Affaires maritimes ont officiellement cédé leur place aux nouveaux promus au cours d'une cérémonie à laquelle ont pris part les proches collaborateurs. Pour l'essentiel, il s'agissait de la signature des documents et la transmission des charges qui marquent ainsi la fin d'un règne et l'ouverture d'une nouvelle ère. Compte rendu avec Cécile Itoni et Chelina Soro. Il est le nouveau visage du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Adama Camara a officiellement pris sa place à la tête de ce département ministériel. À peine installé, dans son discours, il adresse ces mots à ses collaborateurs. Ensemble, nous aurons à relever les défis de satisfaction des attentes légitimes de nos concitoyens, en particulier les plus vulnérables. Il s'agira de garantir au plus grand nombre l'accès à un emploi décent et durable. L'Observatoire national des emplois et de la formation, la réhabilitation et l'équipement des 113 centres sociaux que compte le pays, le recrutement des personnes en situation de handicap et l'enquête sur l'emploi et le secteur informel, ce sont là quelques dossiers sur lesquels le nouveau ministre et la secrétaire d'État chargée de la protection sociale, Clarisse Kayomayi, devront se pencher. Avant de passer le témoin, celui qui depuis 5 ans a tenu les rênes du ministère de l'Emploi, Pascal Abinan, n'a pas manqué de rappeler à son successeur les nombreux dossiers qui l'attendent. Il y a aussi la réforme de l'Institut national de la formation sociale, INFES. Voilà une école, une grande école qui forme au cycle supérieur, mais qui reste à un statut de simple direction. Les choses sont allées très vite dans la salle de conférence de l'ancien ministère des Affaires maritimes, où s'est déroulée la passation de charges entre le ministre sortant des Affaires maritimes, Philippe Legré, et le ministre entrant, actuel ministre des Transports, Amadou Koné. Le premier à prendre la parole, c'est le ministre sortant. Philippe Legré dresse un bilan positif de son passage à la tête de ce département. De façon globale, on peut retenir que ce renforcement du cadre juridique de l'administration maritime en un peu de moins de 2 ans constitue une avancée majeure dans la gouvernance maritime ivoirienne. Le ministre des Transports, Amadou Koné, quant à lui, apprécie les actions menées par le ministre sortant. Des actions qui ont considérablement contribué à la visibilité de ce secteur clé de développement. Amadou Koné fonde alors son espoir sur ses collaborateurs pour mettre en pratique l'action gouvernementale et les priorités de son département ministériel. Nos priorités en ce qui nous concerne seront essentiellement consacrées à la lutte contre la corruption sans merci dans l'établissement des documents de transport et bien évidemment également accélérer la réalisation de projets majeurs. Soulignons qu'à l'issue de la formation du gouvernement du 6 avril dernier, le ministère des Affaires maritimes est désormais rattaché au ministère des Transports sous forme de secrétariat d'État chargé des Affaires maritimes qui échoua au docteur Seredo Célestin. Et en parallèle, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, a annoncé sa volonté d'établir des états généraux sur les acquis de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. L'objectif est d'initier un dialogue avec les acteurs et partenaires du système éducatif national pour, dit-elle, rendre le système éducatif toujours plus performant en matière d'offres, d'accès et de qualité
pour Mariatou Koné, précédemment ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. L'éducation constitue la racine de l'apprentissage. Parmi les projets du ministère, il y a le défi de l'obligation scolaire pour tous les enfants de 6 à 16 ans à l'horizon 2025, ainsi que la construction de 35 846 salles de classe du préscolaire et primaire, ainsi que 567 collèges. L'entrepreneuriat des jeunes est au cœur de la mission du gouvernement, notamment à travers des ministères comme celui de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune. Aux côtés de l'État, des opérateurs privés s'engagent dans ce défi d'accompagner les entrepreneurs ivoiriens. Un incubateur initié par le gouvernement hollandais s'est donné pour mission d'accompagner 40 jeunes ivoiriens dans le financement de leurs entreprises avec un budget global de 100 millions de francs CFA. Détail avec Spencer Ilanga et Ugiki. Imaginez un système intelligent de tri d'ordures. Un service d'accompagnement sur mesure qui commence par la fourniture de poubelles intelligentes, de tri et qui s'achève par la valorisation de vos déchets triés et collectés. Tout le monde salue l'initiative. Alors les poubelles, déjà, il y a les photos, il y a les images qui identifient un peu. À travers les images, on sait où on doit déposer les saletés. Ce projet porte le nom de Digital Smart Trash. L'initiateur, c'est Brahima. Cet entrepreneur ivoirien de 32 ans a fondé une entreprise de gestion de déchets clé en main, spécialisée dans le tri et la transformation des déchets. L'un des problèmes auxquels nous répondons aujourd'hui, c'est vraiment les déchets recyclables qui sont dans la rue. Il s'agit par exemple des bouteilles, du papier, du verre et ces bacs-là qui sont pleins et qui ne sont pas collectés, à temps. Donc en vue de résorber ce problème, nous avons développé une technologie. Déjà, nous avons voulu trier nos déchets à la base, donc créer des bacs qui permettaient de trier les déchets, donc de séparer les différents déchets, afin de faciliter déjà le recyclage. La start-up utilise la technologie et dote les bacs de capteurs de niveau de remplissage. Avec la cartographie, l'ambition est d'optimiser le circuit de ramassage journalier. Les déchets récoltés sont acheminés vers des centres de transformation en matériaux réutilisables et écologiques. Cette technologie a une double utilisation. Déjà, c'est une balise de géolocalisation qui nous permet d'identifier, sinon de géolocaliser la flotte de nos poubelles et de nos bacs de tri. Et derrière également, cette technologie nous permet de nous informer sur le niveau de remplissage des bacs. Et chaque matin, il y a un algorithme qui nous permet de définir le meilleur itinéraire de collecte. Donc nos camions vont à des destinations précises en fonction du niveau de remplissage. Une initiative rentable pour le chef d'entreprise qui, en seulement 2 ans d'existence, a réussi à employer 5 autres jeunes ivoiriens. Mais tout ceci a commencé avec le soutien financier obtenu dans le cadre d'Orange Corner, lancé par Entrepreneurial Solution Partner, soutenu par le gouvernement hollandais. En Côte d'Ivoire, la question de financement demeure une question d'actualité. Plusieurs actions sont donc conjuguées entre pouvoirs publics ivoiriens et pays amis comme les Pays-Bas. Ce sont en tout 40 jeunes ivoiriens qui ont bénéficié d'un financement total de leur projet, ce à hauteur de plus de 100 millions de francs CFA. Il s'agit d'accompagner des jeunes porteurs d'idées ou de prototypes innovants dans des secteurs prioritaires de la Côte d'Ivoire pour le développement de la Côte d'Ivoire, comme l'agribusiness, les transports, la ville durable, les énergies renouvelables. On a décidé de ne plus donner de l'aide au développement, mais de soutenir le développement de la commerce dans les pays. Parce que je pense que la Côte d'Ivoire profitera de beaucoup d'entrepreneuriat. Pour cette année 2021, l'impact est plutôt considérable. 55 produits développés pour 69 emplois créés. Aujourd'hui, les enjeux sont énormes. Les jeunes entrepreneurs ivoiriens représentent un facteur clé de la croissance sans lequel aucun développement durable n'est possible. 227 000 habitants répartis dans les 31 régions du pays bénéficient d'une allocation trimestrielle de 36 000 francs CFA sur 3 années. Une initiative destinée aux ménages les plus pauvres et qui s'inscrit dans le projet Filets sociaux productifs. Le projet a été initié par le gouvernement ivoirien avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Les chiffres encourageants de l'initiative ont été évoqués à l'occasion de la cérémonie de passation de charges entre la ministre Mariatou Koné et Miss Belmondo Dogo, ainsi que Kwadio Konan-Bertin, respectivement ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté et ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Le point sur la situation de la Covid-19 dans le pays ces dernières 24 heures. La Côte d'Ivoire enregistre 21 nouveaux cas sur 1142 échantillons prélevés. La Côte d'Ivoire compte donc 45 227 cas confirmés, dont 44 683 personnes guéries, 268 décès et 276 cas actifs.
8 mois de prime Covid impayés. C'est une situation qui ne passe plus auprès des agents de santé installés au sein du CHU de Yopougon. Ces agents qui s'occupent du traitement des personnes atteintes du Covid-19 dans le pays appellent à l'aide et indexent les autorités compétentes pour le paiement de leurs primes. Explication dans ce reportage d'André Sémian et Roméo Tapé. Nous sommes au centre de traitement des maladies infectieuses du CHU de Yopougon. Eux, ce sont les agents de santé en charge des personnes atteintes de la Covid-19 qui manifestent. Au nombre de 400, ils réclament le paiement de 8 mois d'arrêt de primes liées à la lutte contre la Covid-19. Nos enfants sont menacés dans des écoles, nos foyers sont menacés parce que nos femmes se plaignent et vraiment c'est difficile, nous ne pouvons pas joindre les deux bouts. Comment faire pour venir travailler? Or, le nombre de cas a augmenté, nous sommes obligés de venir au travail parce que nous prenons en charge tous ces malades-là. La session vaccination même est installée encore sur le site. La vaccination se fait, ils sont là. Nous continuons de travailler. Nous n'avons rien à voir aux malades. L'ouvrier mérite son salaire et un ventre affamé n'a point d'oreille. Depuis l'ouverture de ce centre de traitement de la Covid-19, ces agents disent travailler plus de 20 heures quotidiennement. En plus, selon le porte-parole, certains agents de la santé malheureusement ont contracté le coronavirus. Après maintes négociations auprès de leur hiérarchie, aucune suite favorable n'a été donnée à leurs revendications. Aujourd'hui, ils lancent encore un cri de cœur aux autorités sanitaires du pays. Nous voulons attirer l'attention des autorités pour qu'ils nous viennent en aide, pour pouvoir joindre le deux bouts. Aujourd'hui, même sur le site, le matériel même de travail même manque. Vous voyez, je suis en sachet. Nous faisons ce que nous pouvons pour pouvoir soigner. Aujourd'hui, nous avons près de 50 malades hospitalisés que nous prenons en charge. Nous voudrions que les gens nous écoutent et qu'ils viennent payer nos 8 mois pour que nous puissions sortir de cet asphyxie. Autre mécontentement cette fois-ci, ce sont les agents contractuels du système de santé du CHU de Yopougon. Ils dénoncent les salaires et primes impayés par la direction de ce CHU. Une situation intenable pour ce personnel de santé. C'est très difficile à ce que les agents contractuels entrent en possession de leur salaire de façon mensuelle. Chaque année, c'est des pères de famille qui prient, qui gênent pour avoir leur salaire. Ils sont traqués par les propriétaires des maisons, les enfants ne vont pas à l'école, les femmes qui sautent parce qu'elles sont humiliées, se sentent humiliées dans leur foyer. Donc les jeunes ne savent pas où mettre la tête. Aujourd'hui, vous voyez des jeunes gens qui travaillent dans les centres de traitement des malades à coronavirus. Mais non seulement des primes qu'on doit leur octroyer pour le travail qu'ils abattent nuit et jour, ils ne les perçoivent pas. En pire encore, le salaire que le CHU de Yopougon doit leur donner encore ne vient pas. Mais vous voulez que ces jeunes fassent quoi? Après le changement à la tête du ministère de la Santé, ces agents espèrent une réaction rapide de la nouvelle équipe ministérielle afin d'entrer en possession de leurs dus, faute de quoi ils marqueront un arrêt strict du travail, avec quand même un service minimum. Ce mardi 13 avril marque le début du Ramadan. Durant un mois, ce sont 1,7 milliard de musulmans à travers le monde qui observeront le jeûne, les moments de prière et aussi de partage de repas en famille ou entre amis à la fin de la journée. Cette année, comme en 2020, le Ramadan se déroule dans des conditions particulières liées à la pandémie de Covid-19. Dans certains pays, les rassemblements dans les lieux de culte sont réglementés. En Égypte, pays le plus peuplé du monde arabe, les prières seront autorisées dans certaines mosquées et diffusées en direct à la télévision. Au Liban, les mosquées ne peuvent accueillir que 30% de personnes par rapport à leur capacité. Enfin, en Algérie, une distanciation sociale de 1,5 mètre est recommandée entre les fidèles. Le mois du Ramadan devrait s'achever autour du 12 mai 2021. Et on passe à l'actualité internationale. Victime de tirs devant son domicile, Sidi Ibrahim Ould Sidati, l'un des principaux chefs des ex-rebelles du nord du Mali, est mort ce mardi dans une clinique de Bamako. Il s'est illustré en 2015 lorsqu'il avait signé au nom de la coordination des mouvements de l'Azawad, la CMA, l'accord de paix avec le gouvernement malien. Les causes de l'assassinat de ce personnage important de l'ex-rébellion sont encore inconnues et aucune revendication n'a encore été faite pour l'heure. La reprise du commerce se poursuit en Chine et les autorités veulent le faire savoir. Les exportations chinoises sont en hausse avec notamment la forte demande en instruments médicaux qui enregistre une augmentation de 71% sur un an. Il s'agit principalement de masques chirurgicaux, de gants, de vêtements de protection à usage unique, mais aussi de produits pharmaceutiques. Des exportations vers les principaux partenaires commerciaux de la Chine qui sont les pays de l'Asie de l'Est, l'Union européenne ainsi que les États-Unis. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information revient dès demain dans le 12h45 avec Jean-Marc Seca. Bonne suite des programmes et bonne soirée sur Live TV.